Donc, mesdames, messieurs, et participants fidèles ou nouveaux à ce webinaire mensuel d'actualité, donc au mois de mai 2024, nous nous retrouvons pour à la fois réfléchir, partager ensemble les tendances qui sont issues des dernières semaines, qui sont significatives selon nous, et échanger autour de ces tendances avec des experts. Et comme vous le savez, à chaque fois, j'ai un expert un peu plus généraliste politique et un expert entreprise. Et donc, je suis très heureux d'accueillir et je les en remercie infiniment d'être parmi nous. À la fois, Brice Lalonde, je dirai quelques mots sur lui, pour qui j'ai une très grande admiration et estime du travail qu'il a accompli en France ces dernières années pour tirer le développement durable de manière exceptionnelle. Et Antoine Sautenay, qui dirige le développement durable de Michelin, qui n'est pas une entreprise comme les autres sur ce sujet et dont l'engagement est vraiment particulièrement exemplaire, et donc on est heureux d'en discuter avec lui. Donc ensuite, dans le dialogue vers midi, Arnaud Herman, président des Collernes, donc fera le lien avec vos questions. Et j'espère donc que ce moment d'échange entre nous vous intéressera, et d'autant que, pour introduire le sujet, d'autant que nous vivons, pour ceux qui suivent ça de très près, vous le sentez comme moi, nous vivons quand même une actualité, un moment qui est très interrogatif, très interrogatif. Je me demande si notre rapport au développement durable n'est pas vraiment en train de basculer. Dans quel sens, je ne saurais trop dire, mais vraiment de basculer eu égard aux grands changements à la fois géopolitiques, mais aussi sociopolitiques et économiques qui caractérisent nos sociétés. Alors, jusqu'à maintenant, vous le savez les uns les autres, nous avons toujours souvent traité cette actualité avec trois piliers, en fait. On a fait le point régulièrement sur le moteur réglementaire européen, qui a été très, très proactif, notamment dans cette dernière mandature. Deux, sur des initiatives collectives publiques et privées qui font avancer incontestablement les démarches de la décarbonation sociale à tous les enjeux de gouvernance durable, etc. Et trois, en mettant l'accent, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, sur des démarches pionnières. Bon, et là, moi, je me pose énormément de questions au regard de la façon dont le débat est en train de glisser, alors à l'occasion des élections européennes, mais de manière beaucoup plus large aussi. Euh, on le voit parce que le protectionnisme est là, parce que le souverainisme est là, parce que euh, trop de remises en cause sur le durable pose problème à des tas de populations au sud, notamment, et pas seulement dans nos sociétés, et que l'occasion semble belle pour tous ceux qui n'osaient pas trop attaquer le sujet, mais n'en pensaient pas moins, pour dire, voilà, trop c'est trop, et donc il faut ralentir, voire inverser les choses. Et il y a beaucoup, beaucoup de signaux qui sont sur la table, ce qui a deux conséquences. Ce n'est pas un message de pessimisme ou de peur que je traduis là, c'est vraiment une constatation qui appelle, à se réveiller probablement, c'est-à-dire à plus que jamais inventer ce qui devrait caractériser la décennie prochaine de progrès en matière de vision, stratégie, modèle durable dans ce monde, étant entendu que les États-Unis et encore plus la Chine, aujourd'hui, ne pensent pas comme notre Europe. Et donc, on est vraiment dans une phase où il va falloir se réinventer très nettement. Et je dirais que ce monde est plutôt caractérisé par des initiatives très fortes, qu'il soit celle de NEOM en Arabie Saoudite, que ce soit la Chine, la Russie qui prend le leadership sur les céréales, que l'offensive, la submersion sur les voitures électriques, etc. Enfin, on a beaucoup de signaux qui n'ont rien à voir avec un modèle durable. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'interroger, quand on est en responsabilité sur ces questions, sur la nature et la force, l'intensité, les modalités de ce basculement en cours qui est incontestable dans les opinions et en politique. Deux, que pour autant les enjeux sont là, et les enjeux, va bien falloir les traiter d'une certaine façon. Bon, on voit
peu quand même, j'ai pris et cette étude qui est sortie sur l'exposition des banques au risque climatique. Il ne cesse de grandir. Je reviendrai sur le travail qu'a fait Reclaim Finance sur ces questions-là. Il y a des choses qui se font dans le domaine bancaire, mais pour autant, on voit bien qu'on n'a pas, on n'a pas inversé les choses. Voilà. J'insisterai plus particulièrement, mais on reviendra dessus la prochaine fois sur le débat PME. Il y a eu un échange passionnant ces dernières semaines avec EFRAG, avec des acteurs sur la consultation sur les PME durables, sur le référentiel CSRD applicable aux PME. Et on voit que là, on est quasi tombé sur la tête parce que personne ne sait exactement à quoi ça sert, pourquoi, comment. Et on est en train de fabriquer des usines à gaz qui choquent tout le monde. C'est un sujet. Voilà. Donc, prenons acte, point un peu de ce basculement, étudions-le, regardons-le, et je compte beaucoup sur Brice Lalonde et Antoine Sautenay pour nous donner leur point de vue là-dessus. C'est un hommage que je rends à Brice Lalonde en mettant la photo de René Dumont, bien sûr, parce que René Dumont et Brice étaient à la manœuvre à cette époque-là, a quand même été le pionnier de la période d'alerte qui nous a occupé ces 50 dernières années, d'études, de recherche, de lancement des premières initiatives. Est-ce que là, on rentre un peu dans un cycle nouveau? Je dirais que la loi qui a installé l'intérêt général au nom de l'agriculture, que je ne saurais critiquer, tout au contraire, mais pour autant, elle veut quand même bien dire, et d'autres signaux s'y ajoutent, que ben alors, il y a plus l'environnement se relativise au regard d'autres enjeux. Et c'est cette relativisation qui est un problème d'équilibre. Voilà. Et certains donc sont conscients, je cite la phrase du président de Michelin, mais on voit bien que l'environnement, après tout, ne peut plus justifier aujourd'hui à tous les renoncements de nature économique. Et là, l'opinion se perd. Alors donc, on voit bien qu'on a une situation climatique hors contrôle. Je passe sur tout ce que vous voyez, les images que vous voyez sur ce qui se passe au Canada, au Kenya en ce moment, etc. Et que la préférence pour le développement est en train de remonter très fortement. Qu'on a ce temps américain extrêmement fort qui laisse tout le monde sur place en termes technologiques et qui dit bon ben le rendement reste la règle qui doit dicter les investissements. On a cet agenda social qui est vraiment au bout du bout. Il n'y a plus rien à discuter en ce moment qui se fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problèmes sociaux. La CS3D est quand même passée, mais au vraiment minimum. Si les enjeux de santé restent leaders, pour autant, tout le travail qui se termine sur la transparence extra-financière, qui est intéressant, il est quand même aujourd'hui engoncé, vraiment mis en train de se perdre dans un carcan qui ne dit plus à quoi il sert, mais que certains font pour le faire. Et le monde de l'investissement, qui est pourtant l'utilisateur visé d'abord, voire les banques, n'a pas l'air de réagir et tout le monde est d'accord pour dire que SFDR ou d'autres réglementations vont devoir être mises en cause. Alors, est-ce que c'est la fin d'un cycle, je dirais, de l'espérance durable? Il y a des questions. Je ne sais pas comment on va se réunir, Brice, à Bakou, avec les comportements de l'Azerbaïdjan aujourd'hui. On a un enjeu de compétitivité qui est en train de recouvrir tous les autres. L'annonce qu'a fait Total est quand même très perturbante en disant bah, vous m'emmerdez en Europe, moi je vais là où est l'argent et tant pis, je me fais coter d'abord là-bas. Bon, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire beaucoup de choses. Et de l'autre côté, moi je constate que dans le monde académique que je suis, dans le monde un peu de de la RSE, on fait de l'autosatisfaction sur des progrès incrémentaux très faibles, mais les transformations de modèles, non, je ne les vois pas. On les voit pas. Voilà. Donc, qui réfléchit, qui pense ça? Beaucoup de gens critiquent, je ne veux pas en rajouter, mais je dis, je cherche un peu où sont aujourd'hui ceux qui répondent à tout ça. Et c'est là où on est dans un cycle un peu problématique avec les élections ici et là. Euh,
je reprends un peu beaucoup de constats qui peuvent se faire sur l'état du débat, hein, avec des citations que je mets ici de Jean Co ou d'autres spécialistes, qui disent, ben, on a une sorte de radicalité entre ceux qui disent, il y en a trop, et ceux qui disent, il faut tout mettre à plat, dans un monde, on va dire, très hyper libéral ou hyper écolo. Bon, et là, on sort du compromis, on sort de la transition progressive, on sort un peu d'un temps où on avait installé des visions à moyen long terme, type pacte mondial et autres, et où on s'était installé dans des étapes de construction. On a l'impression que c'est toujours du tout ou rien, et c'est probablement aujourd'hui cet état du débat qui nous questionne et qui doit faire en sorte qu'on ne tombe pas dans le piège d'une démocratie qui serait incapable d'être écologique et responsable et durable à la fois. Voilà. Donc, les dilemmes pour autant sont là, il va falloir les gérer. En carbone, moi, je suis très étonné un petit peu de voir que vraiment, ça bouge pas beaucoup. Les prix internes se mettent en place, mais quand on demande aux sociétés de leasing ou autres de verdir les flottes d'automobiles, bah, il y a pas grand monde qui suit. Bon, sur le dilemme agricole, là, alors vous cite le rapport du FMI sur, qui dit attention, on franchit les capacités naturelles et il va falloir y aller, mais on est en Europe notamment dans une situation où on dit attendez, maintenant, pas trop vite, trop vite, trop loin. La fiscalité, ça ne bouge pas beaucoup. On brasse des choses, on renvoie au G7. Il est évident que le G7 ne fera rien. Sur les ressources, je cite quand même la phrase de d'Irma sur les mines, qui dit, bah, attendez, faisons des choses. Mais enfin, ne nous demandez pas de faire des sites miniers verts et durables, ça n'existe pas. Bon, c'est quand même un aveu assez préoccupant. Et puis, sur l'emploi, ben, la Commission européenne est en train de dire la doctrine, ça devrait être ne pas nuire et non pas avancer. C'est quand même une citation qui est lourde. Bon, voilà. Alors, je vous donne quelques autres citations, tant du président enfin, du DG de la BPI que d'autres, qui montrent la perplexité dans laquelle on est rentré, cette difficulté à concilier vraiment un mode de développement dont on voudrait pour l'essentiel qu'il soit le même que depuis 50 ans, et d'autre part la prise en charge des enjeux. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une sorte que ça part en vrille sur le plan des positions intellectuelles ou à fond. Alors là, du coup, bah, que se passe-t-il du côté des entreprises? Et ces dernières semaines, on a vu des choses assez incroyables du côté des entreprises. Un débat qui est interne. Je cite au sommet Impact France, la Fed qui nous dit bah non, tout va bien, nous on fait le travail, vous inquiétez pas. Bon, on a sur les coalitions aujourd'hui plutôt des retraits. Hein, on l'a vu sur la question des banques, sur les assurances. Bon, en fait, très largement, les coalitions anglo-saxonnes prennent la main un peu partout. Donc, je pense qu'il y a quand même vraiment une inquiétude là. Je trouve qu'on est en train de perdre le nord. Bon, sur tous ces éléments-là, avec une absence de leadership et de recherche, il y a beaucoup d'acteurs et on ne voit pas d'action collective qui sort. Et la statistique qui dit trois quarts des sociétés à mission n'ont pas publié leur rapport, ah non, quand même, là on en dit plus qu'on ne fait. Bon, quelques initiatives quand même qui ont avancé. Bicor promet son référentiel sur la table. La déclaration, Antoine Sautenay nous en parlera mieux que quiconque, de Michelin sur les salaires décents. C'est une initiative très d'origine forte, hein, qui n'était pas du tout aujourd'hui abordée par le business. Euh, et je citerai quand même aussi, parmi les choses qui avancent, bon, la Banque de France a lancé, mais de son côté avec un référentiel qui a rien à voir avec les ESRS, son outil climat. Donc là, et c'est ce qui fait dire à Pascal Durand, qui ne se représente pas, un peu déçu par tout ce qu'il a essayé de faire sur la gouvernance durable, de dire, bah, on a du mal, on ne veut pas en Europe, on agit par petites touches, mais on ne veut pas affirmer un modèle vraiment d'ensemble. Bon, pour autant, les questions sont là, pour autant, les problèmes sont devant nous, et donc, je vais vite, pour tenir mon agenda, passer la parole à nos experts.
De dire qu'on attendra 2035 dans le cadre du G7 pour arrêter le charbon, c'est pas glorieux. Et on voit aujourd'hui on a un recul qui est dénoncé en France depuis quelques semaines sur la sécurité au travail. Là, c'est pourtant un des sujets majeurs de la responsabilité. Eh bien, il régresse. Bon, alors, il y a, je dirais, dans ces enjeux à traiter, des choses qui se passent en cours. La négociation sur la pollution plastique, elle est très intéressante, elle progresse à peine, un peu, mais on a eu une position très, 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 très forte en gros des pays pétroliers producteurs, et c'est intéressant de noter Russie, Iran, etc., qui s'opposent à ce qu'on réduise à la source la fabrication de plastique sans veulent s'en tenir au recyclage, mais enfin, on sait que dans le Sud, notamment, les questions de recyclage plastique sont quand même terriblement déficients. Euh, on a sur le secteur médicaments, je le dis pour m'en être occupé, on a perdu 10 ans parce que là, l'Europe est en train de dire maintenant il faut accélérer sur la dépollution des molécules qui ne sont pas biodégradables. Et l'ensemble du monde pharmaceutique dit bah, écoutez, là, on n'y arrivera pas, on ne peut pas, c'est trop cher. Et donc, on a un bras de fer là-dessus qui est étonnant parce que normalement, c'est un sujet qui devrait être pris dans une logique de progrès partagé. Et puis, cette situation, alors les FRAG et les SSB ont convergé là-dessus, ça a été donc bien publié, c'est intéressant, et on va voir ce que donne la consultation en cours sur CSRD pour les PME, mais on est aujourd'hui dans quelque chose qui, à mon avis, est totalement inapplicable euh, tel, tel que présenté, en tout cas pas bien expliqué et justifié en l'état des choses. Et euh, je cite quelques études, donc ICAT-CE sur le bâtiment. Le travail, on est en train de découvrir quand même que on veut bien reforester, replanter les arbres, mais nos puits de carbone, en tout cas chez nous, sont en train de perdre leur efficacité considérable du fait du réchauffement. Et donc là, on est en train aujourd'hui d'assister à l'épuisement un peu de notre forêt. C'est assez préoccupant, effectivement. Voilà. Donc, même s'il y a des efforts. Alors, parmi les progrès, je veux toujours citer ce qui avance. Euh, sur les cotisations chômage, il s'avère que la logique bonus-malus, c'est vous faites des contrats courts, et ben vous payez plus cher. Elle donne des résultats, c'est intéressant. Les fonds d'épargne salariale ont un peu progressé en matière de retrait des investissements dans les entreprises qui font du fossile, mais pas tant que ça, pas assez. La France se lance dans le stockage du carbone. Je laisse Brice nous donner son avis. Moi, je ne sais pas si c'est vraiment une direction qui est prometteuse ou pas. Faut-il vraiment faire cet effort en l'état de savoir-faire? euh, Étude très intéressante de France Stratégie qui tire la sonnette sur la ressource en eau à nouveau, et l'Union européenne qui a adopté le droit à la réparation. Bon, voilà. Donc, ce sont des choses intéressantes. Je vais ajouter aussi le référentiel de l'ESMA sur la définition aujourd'hui des fonds ESG. Ça, c'est une initiative vraiment intéressante. Est-ce qu'elle sera applicable? Est-ce qu'elle sera reprise? Est-ce qu'elle n'est pas trop à nouveau complexe? Bon, on va voir. Et par ailleurs, je cite aussi le travail intéressant qu'a fait la Fondation Jean Jaurès sur la transition écologique. Euh, donc, ça montre que la réflexion n'est pas absente partout. Voilà. Alors, dans ce paysage très bousculé, hein, plus que bousculé, un peu la table est en train un peu de se renverser, où se passent des choses. Il y a des réflexions, je les signale toujours, les bouquins auxquels je vous renvoie. Alors, Martinez, c'est le patron de la FNAC, bon, qui fait un plaidoyer sur la consommation durable, dont acte. Le très bon livre de Gilles Babinet, spécialiste, comme chacun sait, du Green IT sur le Green IA et sur l'eau, un travail. Alors, voilà mes quelques réflexions, si vous voulez, à ce stade, sur où on en est à ce mois de mai. Je pense que euh, c'est là un tournant que l'on vit, et il faut que les entreprises se réinterrogent sur ce qu'elles font, pourquoi elles le font, plutôt que de se dire on en fait le moins possible par rapport à une réglementation qui va trop loin, trop forte. Bon. Et je pense que c'est un peu ça le résumé de la situation, si on veut
prendre en charge les enjeux qui sont les nôtres. Et donc, qui mieux que Brice Lalonde peut nous éclairer là-dessus? Donc, avant de laisser la parole à Michelin, je voudrais demander à Brice de réagir et de donner son point de vue dans le temps imparti sur cet état du débat public, sur aujourd'hui ce climat international et sur les initiatives de régulation qui se cherchent incontestablement et qui sont à un moment d'un cycle qu'on sent quand même un peu au bout. Voilà. Mon cher Brice, donc merci encore une fois de nous éclairer et de votre combat inlassable et toujours aussi pertinent. Donc, on vous écoute avec beaucoup de respect et d'attention. Je ne sais pas si on me voit. Moi, je vois toujours Oui, je vois tes alors, documents là. voilà. Donc là, Ah, oui, c'est bon, on te voit, tout le monde. ok. Alors Léo, c'est écoute, bon? On y d'abord, je va. te remercie beaucoup. Merci de votre invitation. Bonjour à tous ceux qui sont là. Je ne suis pas spécialement, je, je suis- je ne suis pas sûr d'avoir raison ou de savoir plus de choses, en tous les cas, que Patrick, qui a tout expliqué très très bien, qui je connais depuis très longtemps, qui lui aussi est très constant et persévérant dans son action. Donc, gloire et hommage lui soient rendus. Alors, pour moi, quand même, parce que la première question, indéniablement, par rapport à ce que c'était dans les années 70, parce que quand même, j'ai commencé dans les années 70, indéniablement, la préoccupation écologiste, d'une part, et la présence d'acteurs qui portent cette préoccupation, elles sont absolument générales. Il y en a partout. Moi, ce qui me frappe le plus dans les dernières années, c'est que des journaux économiques, le Financial Times, les Échos, la Tribune, ne cessent de parler d'écologie. C'est même incroyable. Et ne cessent de mettre en garde. À la limite, ils sont en avance même sur les gouvernements. Dans tous les médias, maintenant, il y a le spécialiste de l'environnement. Et ça me rappelle la différence qu'il y a entre l'environnement dans les années 70, où à l'époque c'était oh, ça coûte pas cher, allez, on va faire plaisir à Monsieur Lalonde ou à je ne sais qui, à je ne sais quel ministre de l'époque, on va lui mettre un petit peu d'environnement, ça coûte pas cher. C'est fini ça. Maintenant, c'est devenu au contraire, et c'est ça qui explique la difficulté que tu as notée partout. Ça devient central, l'écologie. Ça devient réellement une nouvelle façon de vivre, de produire, de consommer et d'habiter. Et donc, on comprend bien que ça devient extrêmement difficile. Mais en même temps, tu n'as pas parlé de la COP de Dubaï. Et la COP de Dubaï, qu'on le veuille ou non, ceux qui, en tous les cas, ont participé à cette COP ont l'impression d'avoir été aussi bons qu'à Paris. Ça y est, il faut sortir des fossiles, ça y est, il faut tripler la production renouvelable, ça y est, il faut je ne sais combien doubler ou pas l'efficacité énergétique. Enfin, ils sont partis vraiment enchantés de ce qu'ils ont fait. Alors la question, bien entendu, c'est de savoir si, si ce sera mis en œuvre. Bon, voilà. Et de la même façon, moi, je vois les progrès, par exemple, dans le domaine de la santé après le Covid, le concept One Health. One One Health, Health. c'est quand même une avancée extrêmement importante. Et tout le monde se rend compte maintenant que si les médecins ne travaillent pas avec les vétérinaires et avec les écologistes, ils ne vont pas y arriver, etc. Donc, il y a quand même des choses extrêmement, extrêmement importantes. Mais bon, bah, de l'autre côté, bah, évidemment, il y a, il y a- il y a des qualités d'information qui manquent. Il y a un émiettement, une extraordinaire difficulté à proposer une synthèse et un chemin pour participer, pour arriver à autre chose. Parce qu'on est quand même dans une situation internationale et quand même compliquée, parce qu'on a un risque de guerre. Moi, c'est ce qui me fait le plus peur, c'est le risque de guerre. Pourquoi le risque de guerre? Ben parce que quand on ne sait pas quoi faire, on fait la guerre. Voilà. C'est tellement plus simple de faire la guerre. Et j'ai très peur de ça parce que aux États-Unis, il y a des dingues au Pentagone, tout le monde le sait. Et donc, ils se disent, si on ne fait pas la guerre à la Chine maintenant, dans quelques années, elle sera trop forte et on n'y arrivera pas, etc. Donc, il y a cette difficulté. La Chine, elle envoie des tas de bateaux devant Taïwan, etc. Donc, le risque de guerre est très, très réel et on a des bellicistes partout. C'est inouï. Même les écolos qui, dans le temps, étaient pacifistes, moi, je suis plutôt pacifiste, je préfère la paix, et ben maintenant, ils n'ont même pas, il n'y en a plus.
il y a pas de voix pacifiste, c'est même extrêmement frappant. Et je pense qu'il y a peut-être à relire McLuhan. McLuhan, tu te souviens, le message, c'est le média. Eh ben, Voilà. les médias sociaux, le message, c'est ça. Le déversement de torrents d'opinions personnelles plus ou moins fondées, de violence, d'attaques, de dénonciations, de choses comme ça. Donc, on vit un moment, en effet, un peu difficile où on ne sait pas comment maîtriser tout ça. Alors, la bataille entre le nouveau mode, entre les efforts à faire, sortir des fossiles, etc., elle est beaucoup plus difficile parce que maintenant, il y a une bataille, il y a une vraie bataille. Et ça ne doit pas nous étonner que la vie politique, ce sont des batailles. Donc, c'est une bataille qu'il faut mener. Et toute ton introduction, Patrick, c'était comme si tu pensais que les choses allaient se faire toutes seules. Et tu Mm. n'es pas content parce qu'elles ne se font pas toutes seules. Ah bah oui, ben, ça ne se fait pas tout seul. Et donc, toute la question maintenant, c'est comment mène-t-on la bataille? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je suppose qu'il faut un peu de politique, mais je ne vois nulle part apparaître la force politique qui précisément porte les enjeux dont tu parles. Je ne la vois pas. Je ne la vois nulle part. Alors peut-être qu'il y en a. Je vois des groupuscules, je vois des gens qui s'agitent, je vois des gens qui font des manifestations. Je ne vois pas la force centrale qui porte ça. Donc on a un très gros effort à faire. Et peut-être que c'est ce que nous devrions faire tous. Comment est-ce que tout ça se met en scène, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on fait naître l'acteur et quelles sont les batailles qu'il faut mener d'abord, les plus simples, parce qu'il faut commencer par ce qu'on peut gagner et ensuite comment on y arrive. Alors je ne suis pas aussi pessimiste que toi. Pourquoi? Parce que prenons un exemple, l'électrification des véhicules. Il y a des tas de gens qui disent, ah, ça va trop vite. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que les constructeurs automobiles ont fait l'erreur de mettre des hauts de gamme tout de suite, les voitures les plus haut de gamme électriques et qui pèsent des tonnes et que personne ne peut acheter parce que c'est trop cher. Elles ont fait ça parce qu'il ne fallait pas perdre de l'argent sur ce segment. Mais maintenant, il faut faire des voitures électriques pas chères. Mais il y a des gens qui ont dit ça va trop vite. Eh bien, c'est l'industrie automobile elle-même qui a dit arrêtez, on ne revient pas là-dessus. Ça suffit comme ça. Allez, on continue dans l'électrification. Et donc, c'est quand même, c'est quand même très important, quoi. L'industrie elle-même refuse qu'on revienne Mm. dessus. On ne peut pas accepter que les politiques changent d'avis toutes les 5 minutes. On voit bien avec ma prime rénov, le DPE, ça change tout le temps. On n'y arrive plus et c'est une catastrophe. Donc, je ne suis pas, je pense que les choses sont en route. Je suis extraordinairement frappé, comme tout le monde, par le succès phénoménal de l'industrie solaire, des panneaux photovoltaïques. Il y a tellement de panneaux photovoltaïques, on ne sait pas quoi faire de l'électricité dans l'après-midi. Voilà. En Australie, on demande aux consommateurs de ne pas mettre leur linge au soleil, mais plutôt d'utiliser la sécheuse électrique parce qu'on ne sait pas quoi faire de l'électricité. Donc on arrive à des espèces d'aberrations comme ça, mais c'est quand même le signe que ça se développe. Quand on va en Chine et qu'on voit ces collines entières remplies de panneaux photovoltaïques, bon, on se dit, il se passe quelque chose. Alors, ce quelque chose, c'est essentiellement la technique, la technologie. Ah, et alors là, c'est la grande bataille. Il y a des gens qui nous disent, ah non, non, la technologie, c'est très mal, il faut le comportement, c'est le comportement qui compte. Donc, il y a toujours cette bataille. Bon, mais entre nous, soit dit, la technologie, qu'est-ce qui a rendu les voitures propres, le pot catalytique ou le covoiturage, hein? Ben, quand même, le pot catalytique a joué le rôle essentiel. Donc, cette avance technique, alors moi je dis technique parce que technologique c'est anglais, mais bon, cette avance technique, ces innovations techniques, c'est quand même extrêmement important. Alors, je ne sais plus très bien où j'en suis, mais la négociation internationale, ça a toujours été la lutte contre la pauvreté. C'est pas nouveau. Il n'y a qu'en Europe que l'on dit que c'est l'environnement qui doit l'emporter sur le reste. Pas du tout. Dans tous les pays, aux Nations Unies, la majorité, ce sont les pays en développement. Leur problème principal, c'est de lutter contre la pauvreté. Bon, et il y a eu cette espèce de mirage de la Chine où les Mm. négociateurs ensuite ont dit, regardez, la Chine, elle y est bien parvenue, donc nous aussi. Simplement, ensuite, la question, c'est avec quelles ressources, comment on fait, etc. Et donc, c'est pas neuf, mais quand même, il y a beaucoup plus de négociations qu'avant. Il y a maintenant les plastiques, la biodiversité, il y a la pollution chimique, et il y a toujours ce nouveau modèle de négociation qui est très intéressant, qui est le binôme science-politique. On demande aux scientifiques de nous faire un constat. Les scientifiques font le constat. C'est le GIEC, c'est l'IPBES, c'est tout ça. Et ben c'est la même chose sur la pollution chimique. Il y a en ce moment
personne ne sait tout ce qu'il y a dans l'environnement. Et donc, on demande aux chimistes de créer un GIEC. Alors, le problème, ça va être qui c'est qui va payer pour que ce GIEC existe, etc. Et quand même, il y a une autre chose qui est très frappante. Et là, nous sommes en tort. Mais Patrick, toi, moi, notre, notre, notre responsable de la politique internationale européenne, José Borrell, bon, il va quitter. Qu'est-ce qu'il a dit un jour? Il a dit, ah, l'Europe, c'est le jardin, le petit jardin. Et de l'autre côté, c'est la jungle. Vous ne vous rendez pas compte, lui ne s'est pas rendu compte de l'incroyable impact qu'a eu cette déclaration. C'est incroyable, tellement les autres se sont sentis humiliés, vexés, enfin incroyable. Et tu parles de Bakou, et tu dis qu'est-ce qu'on va faire à Bakou. Mais moi, je suis allé à Bakou, je connais Bakou. Mais Bakou, c'est comme l'Europe, c'est comme la France. C'est un pays. Il y a plus de femmes voilées à Paris qu'à Bakou, pour te dire la vérité. C'est un pays qui, il veut accéder à l'honorabilité internationale. Il n'est pas du tout pro-russe. Il s'entend bien avec ses voisins. Il est plutôt pro-turc parce que c'est un pays qui parle turc, grosso modo, hein. Bon, et puis, ils ne sont pas contents contre la France parce que la France a pris le parti des Arméniens. Bon, mais pourquoi est-ce que la France a pris le parti des Arméniens? Parce qu'on a une diaspora, qu'on aime bien, qu'on est copains avec. Mais entre nous, soit dit, la loi internationale, elle donne le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan et pas à l'Arménie. Donc, à un moment donné, il faut que notre politique internationale, notre diplomatie se mette aussi, comment dirais-je, à la page, quoi, hein. Et donc, je pense qu'à Bakou, bon, ils vont faire autant d'efforts pour mettre des éoliennes, du photovoltaïque. C'est ce qu'ils cherchent à faire. Ils cherchent à réduire leur dépendance au gaz pour l'exporter, et notamment pour l'exporter en Europe. Bon, donc, il y a une géopolitique complètement nouvelle et on oublie complètement ça. Le modèle occidental, ben, c'est fini, quoi. Il y a le Sud global, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a tout ce qu'on veut. On a tous noté que quand aux Nations Unies, on a voulu condamner ou faire condamner la Russie, ben, il y a toute une flopée de pays qui ont refusé de le faire. Et moi, je me souviens d'avoir été souvent en Chine et je discute avec les Chinois et je leur dis, alors c'est quoi votre modèle par rapport à nous? C'est quoi l'avantage de votre modèle économique et politique? La première réponse spontanée qui arrive, c'est, ah, on n'a pas d'élection, c'est bien mieux. On n'a pas d'élection. Ah oui. Et ils le disent avec beaucoup de sincérité. Ils croient ce qu'ils disent. C'est mieux d'avoir les mêmes parce que comme ça, on peut suivre les négociations, on peut suivre les progrès, etc. Bon, eh ben, il y a maintenant un arc autoritaire, hein. Il y a un arc autoritaire, Oui, oui. la Russie, la Chine, et ça commence à arriver partout dans tous les pays. Et nous, on est un peu, nous, les pays occidentaux et libéraux et démocratiques, on commence à se sentir un peu seuls. Bon, donc il faut le savoir et il faut discuter, il faut apprendre sans doute à être pragmatique et discuter avec tous ces gens-là. Alors, l'Union européenne a incontestablement été la première à vouloir mêler la préoccupation de l'environnement à celle du marché et de l'économie. Elle l'a fait remarquablement bien. Et même, je me souviens que c'était grâce à l'Europe qu'on arrivait à introduire en France un certain nombre de législations sur l'eau, les eaux usées, tout ça. Bon, alors simplement, maintenant, le problème, c'est qu'elle n'est plus la seule, l'Europe. Il y a d'autres modèles. Il y a le modèle américain. On voit bien avec l'IRA. Tu réduis tes émissions, tu es payé. Voilà, tu as un crédit Voilà. d'impôt. Formidable, c'est très simple, ça marche très bien. Bon, en Europe, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a 27 États membres. Si on veut faire un système fiscal dérogatoire, il faudrait s'arranger pour que ce soit les mêmes. Donc, la question de l'Europe, c'est est-ce qu'il en faut plus ou est-ce qu'il en faut moins? À partir du moment où on dit, ah, il faut des électrolyseurs, il faut des centrales nucléaires, il faut des éoliennes, il faut des photovoltaïques, et il faut des batteries pour les voitures, il faut des voitures électriques, il faut des bornes de recharge, il faut des fils électriques pour rejoindre tout ça, c'est de l'industrie. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il faut faire comprendre à nos concitoyens que la décarbonation de l'économie européenne est un effort immense d'industrialisation avec un effort de financement considérable. Comment va-t-on financer? En France ou en Europe, on met l'argent à la banque. En Amérique, ils mettent l'argent dans les fonds de pension ou dans les actions. Ils les achètent directement. Donc, ils ont beaucoup d'argent et des capitaux à utiliser, etc. Est-ce qu'on va prendre conscience de ça? Est-ce qu'on va transformer l'Europe pour la rendre un peu plus efficace, un peu plus méchante, même quelquefois? Il va falloir protéger un petit peu notre industrie automobile, etc.
Donc, il faut que les écologistes ou que nous, qui sommes préoccupés du développement durable, nous intégrions toute cette réflexion économique à laquelle nous n'étions pas préparés au départ. Maintenant que l'on va dire, ah, mais vous êtes maintenant pour l'industrialisation, ben oui, on est tout pour l'industrialisation parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce qu'autrement, on n'aura pas, Oui. on dépendra uniquement, on troquera une dépendance vis-à-vis des pétroliers pour une dépendance vis-à-vis de l'industrie chinoise, quoi, etc. Et donc, toute la question, c'est est-ce qu'on veut ça ou est-ce qu'on veut au contraire organiser nous-mêmes notre décarbonation et notre, et la suite, quoi. Et donc, Est-ce que le quel est stockage maintenant, à du mon avis, carbone, l'os, Brice, le oui, stockage du carbone, tu peux donner un avis sur le pardon? stockage? Peux-tu donner ton avis sur le stockage du carbone, Ah, sur sur ça? quand tu dis stockage du carbone, évidemment qu'on est pour, tout le monde est pour le stockage du carbone. Tu parles du gaz carbonique. Je parle du CO2 et des stockages en profondeur et de la séquestration qui est encouragée aujourd'hui, mais avec des interrogations. C'est est-ce que c'est vraiment une solution porteuse? Est-ce que Je toi, pense, dans l'équilibre des énergies, est-ce que vous l'encouragez? oui, Est-ce que vous la considérez réponse est que... oui. Oui, d'accord, La réponse est oui, mais la solution numéro un, c'est de réduire les émissions. Il faut évidemment. réduire les émissions. Le seul problème, c'est que le réchauffement climatique, c'est un problème de concentration et d'accumulation. Donc, comme on a accumulé de plus en plus de carbone et de CO2 dans l'atmosphère, tu as vu que récemment, l'augmentation mensuelle a doublé par rapport à l'année dernière. Donc, je ne sais pas si c'est les incendies de forêt du Canada qui sont à Oui, l'origine de cette brutale augmentation, mais à partir du moment où le problème, c'est qu'on a trop de gaz carbonique dans l'atmosphère, ben, il faudrait peut-être se débrouiller pour essayer de le retirer. Voilà. Et donc, il y a plusieurs méthodes pour ça. Il y a les arbres, évidemment, toute la végétation, tout ce qu'on veut, les océans. Il y a des minerais qui arrivent à capturer le gaz carbonique, etc. Et donc, il y a des nouvelles techniques qui consistent à essayer de pomper ces gaz à la sortie des usines, des cimenteries, des sidérurgies, etc. Alors, Total commence à le faire. Donc, oui, moi, je pense qu'on n'y échappera pas. Je vais te dire même que ma vision, si tu veux, ma vision, c'est que en 2070, il n'y ait pas une maison, pas un logement, pas un immeuble qui n'ait pas son système de ventilation avec une capture du CO2 intégrée oui, au système de ventilation de chaque maison. Pourquoi chaque maison? Ben parce qu'à l'échelle, à l'échelle, c'est considérable ce qu'il faudrait aller sortir de l'atmosphère. Mais évidemment, le problème numéro un, c'est d'abord de sortir du fossile, ce qui est très difficile. Et donc là, il y a une discussion sur ce que tu appelles le gradualisme, oui, l'incrémental oui. ou la rupture. Comment fait-on? Est-ce que c'est possible la rupture? Tu discutes avec Total et Total te dit, mais moi je veux bien, mais dites-moi, les pompes à essence, s'il n'y a plus d'essence aux pompes le week-end, il se passe quoi? Etc. Et cette discussion-là, à mon avis, la Chine l'a réglée. Quand vous discutez avec les Chinois, eux, ils disent, je continue le charbon tant que j'en ai besoin. Mais j'arrête dès que la production d'énergie de renouvelable ou nucléaire équivaut à la production de charbon. À ce moment-là, j'arrête le charbon et c'est réglé. Et c'est le pic de production des CO2 qui sans doute sera avancé en Chine. Il sera avancé, à mon avis. Parce qu'ils sont très sérieux et très déterminés. Ils annonçaient 2060, hein. Oui, à mon avis, ils seront avant. Ouais. À mon avis, ils seront avant. Mais il faut bien se rendre compte parce que là, on, on est tous en train de se plaindre que ça ne va pas assez vite. Et c'est vrai que ça ne va pas assez vite. Mais la mer continue de monter quand même, hein. La mer ne cesse de monter. Et Shanghai, par exemple, Shanghai s'enfonce. C'est comme New York, ça s'enfonce parce que c'est trop lourd. Tout ce béton, tout ça, c'est trop lourd. Mais en plus de ça, la mer monte. Donc Shanghai est très menacé. Déjà, Jakarta, l'Indonésie, quitte Jakarta pour construire sur Bornéo, etc. Donc, ces événements-là sont considérables. Mm, Quand mm. tout le monde se rendra compte qu'il faut quitter le littoral, t'inquiète pas, ça redeviendra central, ça redeviendra absolument central, et toute la question sera là de combiner, si je puis dire, nos efforts d'adaptation avec celle de la mitigation et de la rupture. La rupture est possible à cause de ces événements-là. Et notamment, je suis frappé de la remontée de la question de l'eau. Si on a Oui, parlé, tu as oui, touché un mot. oui. La question de l'eau devient extrêmement importante. On n'a jamais vu ça. Maintenant, la question de l'eau, on ne peut plus la gérer par agence de bassin. Il faut la gérer
de façon planétaire, parce que tout d'un coup, tu vois d'énormes évaporations quelque part, et puis ça tombe, et tout le Mississippi tombe au même endroit pendant 24 heures, dans des endroits qui sont totalement inadaptés à la pluie, quoi, ou à l'eau. Donc, donc, je ne suis pas préoccupé, je suis préoccupé de la panique politique quand tout d'un coup, la chaleur extrême en Inde du Sud ou au Nigeria va tuer des centaines de personnes. J'ai peur de la panique politique. Et la panique politique, ça sera pire que que la, comment ça s'appelait, la commission du climat, là, Oui. la, les militants là, qui nous ont dit qu'il fallait tout arrêter, qu'il fallait arrêter La Convention citoyenne, oui. la convention, voilà, la convention citoyenne. T'inquiète pas qu'à ce moment-là, la panique politique, ça sera bien pire que la convention citoyenne. Et je pense qu'il faut s'y préparer et que un bon politique se prépare à la panique à l'esquiver. Parce que ces événements, nous savons par le GIEC qu'ils sont irrésistibles, qu'ils vont arriver. Voilà, donc si tu veux Merci. après tout ce que tu as dit, je vois autant le verre à moitié plein que le verre vide. Je vois bien la Et bataille, mais ces batailles pour un politique, bah, vive la bataille, comme ça on va la gagner, quoi. bravo pour ces, Arrête 5 minutes. bravo, non, non, bravo pour ces perspectives et ces avancées effectivement dans ce chaos actuel. Et rien de mieux que de demander à Antoine Sautenay de nous donner maintenant, du point de vue de Michelin, qui encore une fois est très engagé et lui-même a une expertise internationale et diplomatique très forte, donc pour un groupe qui est avant tout un groupe mondial, dans le champ de la mobilité. Vous le clamez haut et fort maintenant. Antoine, comment voyez-vous ce contexte-là et comment, dans ce contexte, vous situez vos initiatives qui ne sont pas, rassurez-nous, évidemment, des initiatives d'image. Je pense que vous avez dépassé ce stade. Michelin n'a pas besoin de se faire connaître, c'est pas le sujet, mais a besoin d'entraîner. Et donc, comment vous sentez un petit peu cette résistance et ces inversions aujourd'hui dans le mouvement pour pouvoir aller dans le sens encourageant et positif que Brice Lalonde vient de nous tracer. Merci beaucoup Patrick, merci Brice. Alors peut-être un mot sur le contexte que je partage, hein, et que moi je résumerai en un mot. J'ai le sentiment que, en tout cas, l'appréhension du développement durable, elle est confrontée, elle est même frappée par une nouvelle réalité géopolitique qu'on connaît, hein, qui est le renforcement d'un monde multipolaire et qui est une contestation des grands pays émergents de règles du jeu qui ont été établies au moment de Bretton Woods. Et cet élément-là, d'ailleurs, ne reflète pas ce qu'on entend aujourd'hui par Sud Global, qui est à mon avis une bêtise, puisqu'en réalité, il y a une diversité d'opinions vis-à-vis, enfin, en tout cas parmi les pays en développement et les pays émergents, qui est en fait la réalité aujourd'hui. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'on a eu une accélération des infections déjà en cours à partir de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, qui est finalement la mise en place de blocs géopolitiques avec la Chine, la Russie, un bloc européen, un bloc américain, et puis un reste du monde. Et un des éléments en conséquence très important pour les entreprises, c'est une fragmentation des réglementations nationales, puisque un des éléments qui sont issus de ce monde en bloc, c'est bien évidemment le fait qu'on a une forme de déglobalisation, donc d'une diminution des interdépendances. Et ça, c'est un élément qui peut avoir un certain nombre de dangers pour des entreprises. Et c'est la raison pour laquelle, pour une entreprise comme Michelin, mais comme je pense d'autres entreprises, en tout cas de taille assez importante, le point central, quel est le rôle, la place des entreprises dans ce contexte, c'est vraiment la promotion du multilatéralisme. C'est vraiment ça le point d'accroche fondamental qui doit rester le nôtre dans cette montée en puissance de la logique de bloc, avec surtout des affrontements à venir entre Chine et États-Unis que Brice a rappelé sur la question taïwanaise et qui d'ailleurs est commune à la fois aux républicains et aux démocrates. L'élection de novembre, potentiellement en novembre de Donald Trump ne changera rien à ce niveau-là. Alors peut-être sur le multilatéralisme, donner un exemple concret parce que vous avez évoqué, Patrick, plusieurs COP, climat Bakou, biodiversité prochainement la COP 16 à Cali. La pollution plastique, c'est un bon exemple, je trouve. Là aussi, comme l'a évoqué Brice, on a bientôt une articulation entre les questions science et négociateurs. Donc on aura bientôt
un mécanisme qui inclut les scientifiques dans l'élaboration d'analyses sur l'impact sur la santé et sur l'environnement de la pollution plastique. Ce qui est intéressant de constater néanmoins, c'est que sur ce volet-là, on a quand même le début d'une approche de coalition de business plutôt proactif. On a les pétrochimiques que vous avez évoqués, mais on a aussi des coalitions de business qui sont beaucoup plus proactives, beaucoup plus positives sur le volet pollution plastique et qui s'associent avec des pays à haute ambition, ce qu'on appelle la High Ambition Coalition. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que dans cette coalition de pays, on ne retrouve pas l'axe traditionnel pays occidentaux d'un côté et pays du sud de l'autre. Au contraire, on a à la fois les pays de l'Union européenne, la Norvège, mais aussi le Rwanda, mais aussi les petits États insulaires qui sont les principales victimes de la pollution plastique. Donc on a quelque part, et c'est là où le sud global n'a pas de sens, on a en fait une transversalité des enjeux qui fait que les divisions ou les lignes de force sont un peu différentes que dans les négociations internationales classiques. Et là, on a potentiellement un accord international, j'espère le plus juridiquement contraignant possible, qui pourrait voir le jour après les dernières négociations à Busan en Corée du Sud. Donc nous, on est vraiment dans cette idée de promouvoir le multilatéralisme. Je crois qu'on a toujours dans cette coalition entre business et politique publique au niveau national cette idée quand même d'un intérêt général mondial qu'on doit continuer à pousser. Et on l'a évoqué, je crois que vous l'aviez évoqué, Patrick, dans les travaux de la Fondation Jean Jaurès. Il y a une thématique, et là plutôt pour faire écho au deuxième élément fondamental que vous avez évoqué dans votre introduction, c'est la question du backlash écologique qu'on voit bien avec ces élections européennes. Finalement, ça nous amène à réfléchir ou à repenser de manière peut-être plus forte la question de la transition juste et comment on met la transition juste au cœur de nos politiques de développement durable et comment on fait en sorte de combiner à la fois la limitation sur les pressions, enfin la limitation des pressions sur les limites planétaires et l'augmentation du plancher social. Et on sait qu'il y a un coût pour tous et qu'il y a forcément un renforcement des inégalités qui s'associe à la transformation écologique. Et il faut réimaginer, en tout cas, un optimisme, des éléments positifs, un imaginaire positif, si je puis dire, parce que encore il y a quelques années, on insistait beaucoup sur le fait que la transformation écologique allait créer des emplois, allait être positif sur la société. Tous ces éléments de discours, avec ce backlash ou ces vents contraires qu'on observe dans l'élection européenne, finalement, on mis ça sous le tapis, alors même que nous avons beaucoup d'éléments à faire valoir au-delà de la communication parfois excessive d'un certain nombre d'entreprises. Et ça m'amène à la deuxième niveau, comment Michelin se positionne par rapport à d'autres. Alors, je serais moins pessimiste ou moins cynique. Je ne crois pas du tout qu'on soit les seuls. Je pense qu'il y a d'autres entreprises qui sont tout à fait engagées sur la question de leur impact. Je pense à des entreprises comme EDF, comme Schneider Electric. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont très engagées sur les enjeux de société et de nos impacts. Je pense également au C3D, qui a l'intérêt aussi de regrouper des entreprises de taille diverse, de grandes entreprises, de PME, qui a justement changé sa raison d'être autour de la transformation des modèles d'affaires. Et on est là bien au cœur de ce que nous devons faire. Donc, je suis un petit peu moins pessimiste là-dessus. Et je pense aussi en parallèle que malgré le backlash écologique, on a quand même quelques éléments positifs dans le Green Deal, y compris les questions relatives au reporting extra-financier, et notamment la CSRD et la CS3D, pardon, qui a fait l'objet d'un compromis finalement le 24 avril. Tout ça, c'est quand même quelque part ça relève d'une grammaire commune. C'est une grammaire un peu nouvelle qui va quand même conduire un certain nombre d'entreprises, d'abord les grandes entreprises, puis les entreprises de taille moyenne, à avancer sur les sujets de développement durable et d'impact, et ça va au-delà de la conformité réglementaire. Donc, je pense que quand même, CSRD et CS3D vont nous aider concrètement à aller de l'avant sur la question de l'impact, notamment sur les questions qui sont reliées quand on répond aux risques et aux opportunités. Ça nous interroge sur nos modèles d'affaires. Ça nous interroge aussi sur la question de la sobriété versus efficience énergétique. Comment, on n'additionne pas de manière permanente les éléments, mais comment on réfléchit en termes de sobriété. Donc, on a quand même des éléments positifs. Mais encore une fois, c'est beaucoup les entreprises européennes, y compris les entreprises françaises. Et je pense que c'est important de continuer à souligner que les entreprises françaises et européennes, notamment françaises, sont plutôt en avance de phase sur un certain nombre de sujets, contrairement peut-être à d'autres entreprises
Ce qu'on peut observer d'ailleurs dans certaines associations internationales comme le WBCSD, on voit quand même des écarts dans l'appréhension et dans l'avancée des sujets entre les entreprises européennes et les autres. Et ça, je pense qu'il faut imaginer une contribution commune. Mais il y a un moment, Antoine, pour rebondir sur ça, où Michelin, comme d'autres, disait, nous en demandez pas trop, on a des limites à nos capacités économiques et financières, Ouais. et on ne peut faire que ce qu'on peut. Et j'ai l'impression que la donne a un peu changé, c'est-à-dire que la rentabilité des grands groupes s'est améliorée considérablement dans les dernières décennies, et que vous n'opposez plus aujourd'hui la rentabilité à, on va dire, l'investissement écologique et l'investissement durable, et que les deux, finalement, se conjuguent. Alors, verre à moitié vide, à moitié plein, comment vous réagissez à ça? Enfin, l'alibi financier, je l'entends moins chez ces leaders. Oui, c'est vrai. Après, c'est un travail qui est encore en cours. C'est-à-dire qu'effectivement, on doit trouver le bon équilibre entre le volet profit, planète et personne, si je puis dire. Encore faut-il qu'on arrive à trouver le prix juste. C'est-à-dire qu'on arrive à créer de la valeur qui reflète effectivement une valeur économique, mais aussi environnementale et sociale. Donc nous, on est en train de travailler, par exemple, Voilà, sur la manière dont on valorise nos externalités négatives dans le prix de nos produits, mais encore c'est ça. faut-il enfin à la fin qu'il y ait une valeur créée qui soit reflétée à son juste prix, si je puis dire. Et donc ça, cet élément-là, il est clé, il n'est pas du tout encore débloqué. On est en train de travailler sur le sujet, mais c'est encore un travail qui est en cours. Donc il faut vraiment avoir une justesse dans le prix qui reflète l'ensemble de la création de valeur par ces entreprises. C'est là où on arrivera et c'est toutes les réflexions autour de la performance globale. Vous les avez initiés, Patrick, donc j'y fais référence. Mais, et pour moi, c'est ça. Hein, la CSRD, c'est une grammaire nouvelle. Une grammaire, on s'entend sur la terminologie, mais in fine, au bout du compte, ce qu'il faudra arriver à aboutir, c'est des métriques communs pour établir une performance globale qui permet pour un produit donné d'éterminer une valeur qui reflète ses dimensions économiques, sociales et environnementales. Et à partir de là, effectivement, on aura une compréhension plus globale du sujet. On n'y est pas encore. Ouais. Avant qu'on ne passe la parole à Arnaud, qui va faire circuler les questions que vous posent les participants, petit point simplement, est-ce que vous avez le sentiment que votre prélèvement sur la biodiversité à travers notamment les VA est quelque chose qui peut rentrer dans une phase under control, on regarde vos besoins de matière naturelle, est-ce que vous êtes confiant dans la capacité à satisfaire à la fois les besoins pour vos produits et je dirais, un EVA durable qui est plus qu'un slogan, quoi, qui est véritablement Oui. établi. Oui, Oui, alors là, c'est quand même, je trouve, un bon sujet pour souligner, c'est un des points souligné dans la dernière question, sur savoir s'il y avait un impact économique, l'ensemble des initiatives ou des réglementations relatives à l'EVA-culture. Vous avez cité aussi les questions de salaire décent. Je prendrais quand même l'EVA-culture et la déforestation. Je trouve que la réglementation de déforestation au niveau européen, c'est un très bon exemple. oui. Et vous savez que le caoutchouc naturel, et nous, Michelin, on a appelé de nos voeux l'inclusion du caoutchouc naturel dans la réglementation sur la déforestation. Sauf que, et c'est le sauf que qui compte, la réalité de la mise en œuvre de la réglementation de déforestation est un cauchemar. Pourquoi? Parce que les achats du groupe Michelin, ça fait vivre environ 2,2 millions de petits planteurs. Vous avez environ 60 000 coopératives et dans ces coopératives, entre les coopératives et les petits fermiers, vous avez environ, les petits fermiers, c'est entre 2 et 4 hectares. D'accord? Et entre les coopératives et les petits fermiers, vous avez de 2 à 7 intermédiaires. Et ensuite, vous avez les usines de transformation. Et donc, ce qui nous est demandé par la réglementation européenne, c'est une géolocalisation au niveau de la parcelle, puis une analyse de la déforestation, puis un due diligence statement, donc autrement dit un rapport aux autorités douanières. Pour des shipments, on a à peu près 40 000 shipments par mois de caoutchouc naturel vers environ 100 entités juridiques au niveau européen. Ça revient à dire très concrètement que vous devez faire 1400 rapports par jour, qui sont du copier-coller, pour remplir la mise en œuvre ou la conformité à la réglementation de déforestation. Donc il y a un écart entre une volonté positive d'être inclus sur la déforestation, de cette réglementation, et la réalité administrative. C'est un coût de 150 millions d'euros par an, hein, à peu près,
Et vous Waouh, voyez, 1400 rapports à ouais, remplir c'est pas par jour. sérieux. Ouais, c'est Donc là, il y a une différenciation, une distinction à avoir. Donc c'est un cas très concret ouais, mais qui c'est montre ouais, qu'on doit trouver le bon équilibre. Donc c'est vraiment, on est sur une ligne de crête, de trouver le oui, bon équilibre entre l'impact positif qu'on peut avoir et puis la bonne gestion, le bon sens dans oui. l'administration des procédures qui sont mises en œuvre au niveau européen. Donc là, on a voilà, une ligne de crête, mais voilà, Un des très bel choses qui sont… exemple. Ouais. Brice, vous voulez ajouter un mot avant qu'on fasse circuler les questions? Un Non, mais j'ai commentaire? écouté avec beaucoup d'intérêt Antoine Sautenay. Très bien, très intéressant. Oui, je crois. Mais est-ce que vous, pour répondre à vraiment cet excès de bureaucratie qui va contre l'objectif, vous avez des solutions? Est-ce que vous pouvez être force contributive? Parce que il va bien falloir en sortir. Vous Alors, avez nous faisons, oui, nous ne cessons les- d'aller à Bruxelles, ou d'aller voir les parlementaires et la Commission, ou les ministres français, ou le Parlement français, pour chaque fois qu'on nous signale, ou chaque fois qu'un de nos membres nous signale un problème, on essaye de le régler, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas que, il n'y a pas oui, que la oui, déforestation importée ou autre, il y en a vraiment oui. beaucoup. Antoine, et vous, de votre côté, vous avez la solution pour faire simple? Non, pour l'instant, on n'a pas de solution. On essaie de faire comprendre la complexité de ce qu'est une chaîne de valeur et les Oui, enjeux qui y sont oui, associés. C'est ça oui, la clé. Donc, c'est un travail oui. plutôt pédagogique. Merci. Arnaud, tu peux peut-être nous donner un peu les principales questions à poser à nos experts en complément du sujet que j'ai Oui, oui, évoqué? bah, j'ai essayé de les réunir. Alors, n'hésitez pas à en ajouter parce que je vois, Brice, vous avez déjà répondu en direct à certaines questions. J'ai essayé de regrouper les questions pour les poser en même temps parce que je trouve que vos avis convergents sont intéressants à entendre. Euh, Vous avez tous les deux mentionné la question de la transition juste et des coûts associés. Donc, une question qui est posée indirectement, c'est comment on peut faire accepter les coûts justement de cette transition juste, à la fois sur les aspects économiques et auprès des actionnaires, mais aussi auprès de la société et des acteurs politiques en général. Et Et de façon peut-être surtout, un peu plus précise, vous avez évoqué, Antoine, la notion de prix juste, Mhm. qui renvoie à cette question oui. de quelque part de transition juste. Pour vous, un prix juste, c'est quoi? Et est-ce que ça s'entend par rapport à un consensus de marché ou est-ce que c'est par rapport à une acceptabilité sociale? Ah, Ouais, je peux peut-être allez-y. commencer par répondre à cette question-là. Effectivement, c'est sans doute les deux, et puis surtout sur la question environnementale. Aujourd'hui, on a une fixation du prix par le marché, effectivement, fondamentalement, et donc ça reflète vraiment une dimension principalement économique. Or, la réalité, c'est que aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire concrètement au sein du groupe Michelin, c'est de voir comment on valorise négativement et positivement, mais aussi négativement, l'impact environnemental de nos produits. Je prends l'exemple du pneumatique. On sait que l'impact environnemental du produit, il est principalement sur le changement climatique, qui est lié à l'usage de nos pneumatiques. Donc, au moment où vous conduisez, il y a un phénomène effectivement où, par l'usage, il y a des émissions de CO2 qui sont émises. Donc, on peut jouer sur l'efficience énergétique, mais vous avez également un impact sur l'efficience, les ressources fossiles, l'utilisation de ressources fossiles, ou la question des particules d'usure. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de calculer nos externalités négatives sur les questions de CO2, sur l'eau, par exemple, et de voir comment ça peut être reflété dans le coût d'un pneumatique. La question sociale, elle est beaucoup plus compliquée à appréhender. L'acceptation sociale, ça viendra sans doute après, mais il est compliqué aujourd'hui d'avoir une vision complète de notre empreinte sociale. Autant on connaît bien notre impact environnemental au travers d'un de cycle de vie, autant sur le plan social, c'est plus compliqué. Donc on va commencer par le volet environnemental pour avoir une vision de ce que reflète vraiment le coût d'un produit et donc son prix. Et à ce propos, là, vous avez annoncé il y a pas très longtemps l'augmentation, enfin, l'atteinte de salaire décent sur toute la chaîne de valeur. Est-ce que c'est une décision qui est difficile à faire accepter par vos actionnaires? Oui, alors, c'est pas le salaire d'essence sur la chaîne de valeur, c'est le salaire d'essence pour nos employés, ce qui est D'accord. assez différent. Oui, Donc, salaire d'essence, donc c'est vraiment que chaque salarié puisse avoir les moyens de subvenir aux besoins essentiels de sa famille, plus une épargne également pour voir un peu le futur. Et donc, il n'y a pas eu de difficulté particulière d'acceptation de nos actionnaires. Il faut souligner que ça vient également avec un socle universel de protection sociale, ce qui est en fait aussi important que le living wage ou le salaire décent, notamment qui offre des congés maternité ou d'adoption de 14 semaines. Donc, ça va au-delà.
Et il n'y a pas eu du tout de questionnement. Alors, on est en pleine assemblée générale en ce moment même. Et donc, mais il n'y a pas eu de questionnement des actionnaires sur le sujet, non. Et donc, ça, avouez que c'est quand même intéressant parce que il était un temps Ouais. où dans les AG, et c'est dans toutes les AG, c'est pas comme ça, où ça remontait très, très, très fort contre. Donc ça va dans le sens de ce qu'a dit Brice. On a quand même mûri, on a quand même mûri. On a complexifié le jeu, certes, mais le niveau d'acceptation quand même est quand même monté très fortement. Brice, c'est intéressant ce que tu es en train de dire, c'est que sa décision sur les salaires décents, elle passe bien chez l'actionnaire. Brice, c'est un message très fort. Et ça nous renvoie à, à la menace de Total d'aller plutôt Oui, à la bourse de voilà, New York, parce voilà. qu'évidemment, les actionnaires, ils sont différents d'un pays à l'autre, hein. Oui, Bon. oui, Et oui. donc, c'est une bataille, mais bon, on voit de plus en plus d'associations et de citoyens concernés acheter des actions pour participer aux assemblées générales, ce qui ne se serait pas vu au siècle dernier en France. Certes. Parce que voilà, maintenant, ça y est, on joue le jeu, on essaye d'aller voir et on essaye d'influer sur les décisions des actionnaires. Donc, ça, là encore, c'est une bataille. Mm. Et c'est vrai que c'est vrai qu'aux États-Unis, le camp trumpiste, il est Mm. contre la RSE, hein, il n'y a pas de doute, Ah, quoi, hein. c'est clair, C'est c'est même clair. tellement caricatural qu'on croit rêver, quoi, hein. Hmm. Oui, oui. Je signalais en introduction la décollecte très importante des fonds durables aux États-Unis dans les derniers mois. Faut la regarder, elle est très forte. Elle est Exactement, très forte. exactement. Arnaud, d'autres questions? Alors, il y avait des questions au tout début, mais peut-être pour revenir dessus, et que tu avais évoqué, Patrick, dans ton introduction, sur l'absence de débat sur les questions de société, finalement, sur pourquoi le débat de société sur le devenir de nos sociétés, intégration de préoccupations environnementales ou sociales n'émerge pas réellement, et on le voit à travers la campagne européenne actuelle. Est-ce que vous avez des éléments d'explication sur cette absence de prise en compte, de propagation de ce débat dans la société? Est-ce que c'est une lacune du politique? Est-ce que c'est des biais individuels cognitifs? Question difficile. Oui. Non, mais par exemple, chacun peut avoir son opinion là-dessus. Moi, je suis frappé par ce qui ne me paraît pas, ça ne me paraît pas mériter une guerre, c'est la question des retenues d'eau, par exemple. Pour Oui, moi, à partir du moment où le changement climatique va réduire la neige et donc le goutte à goutte de l'été, ben, ce serait peut-être pas plus mal de garder un peu des pluies oui, de l'hiver. Alors à ce moment-là, c'est la question, c'est comment est-ce qu'on fait la retenue? voilà. Est-ce que c'est dans la nappe? Alors à ce moment-là, comment est-ce qu'on gère la nappe? Maintenant, il y a même de l'ingénierie, hein, pour l'eau souterraine. Est-ce que c'est une bassine ou pas? Pour moi, c'est excessif. Pour moi, la bataille est excessive Oui, parce que les gens ne la comprennent pas, quoi, hein. oui. Vous avez un avis là-dessus, Antoine, parce que j'en donnerai un à ta question. Euh, Allez-y, allez-y, Patrick, hein. Non, alors bah, je pense qu'on le voit dans le débat agricole, si vous voulez. Pour connaître de près ce secteur agricole que j'aime particulièrement, il n'est pas anti-environnement. C'est une erreur de penser que le monde agricole ne veut pas changer ses pratiques. C'est totalement faux. C'est qu'en revanche, la méthode politique qui a été choisie, dans le cadre européen notamment, c'est une méthode par la norme, une méthode par l'obligation générale, la même et autre. Alors que pour la RSE des grandes entreprises, on l'a pas, elle n'a pas été elle n'a pas été, n'était pas sanctionnée. Elle a été progressive et ouverte. Elle était en gros plus contractuelle. Bon, et alors on va dire ça du bien du mal, mais je pense que dans l'avenir, il faut proposer aux acteurs qui le souhaitent, comme vous l'êtes, Michelin, d'avancer. Alors, comment on peut en tenir compte dans la régulation? Ça, il y a plusieurs réponses possibles à cette question, mais il faut revenir au temps du contrat, c'est-à-dire allez-y, faites, voilà les balises, mais on ne va pas vous envoyer un officier de police judiciaire de l'OSB avec un fusil, avec un pistolet à la ceinture chaque fois que vous êtes en train de couper votre haie. Je pense que là, on se trompe totalement sur la méthodologie. Voilà. Et je pense que ça, c'est un sujet que les Européens enfin la France notamment, doit reprendre complètement. C'est faire confiance, avancer et récompenser ceux qui avancent.
Non, Brice, vous qui avez été ministre. Oui, oui, certainement. Et d'ailleurs, je dois dire qu'à l'époque, je m'étais fâché un peu avec le monde agricole à cause de la pollution par les nitrates. À Oui, l'époque, les agriculteurs ne voulaient pas reconnaître cette pollution. ouais, ça Voilà. c'est vrai. Et en Et Bretagne donc, ça a notamment. été toute une histoire déjà. Bon, Oui, mais en même temps, si vous voulez, c'est sans doute le métier le plus difficile. Comment fait-on? Je veux dire, on ne peut pas demander à chaque agriculteur d'être docteur en biochimie, c'est un peu compliqué, quoi. ah oui, oui, Bon, et ah oui, alors c'est vrai, c'est le contrat, ça se fait doucement. Moi, j'ai été frappé en Bretagne par le fait que ce sont les enfants des agriculteurs qui étaient les plus écolos et qui me faisaient changer les pratiques de leur père, etc. Donc ça se faisait, la pénétration se faisait, et je pense que ce serait une erreur de mm, vouloir criminaliser oui, on peut voilà, pas faire ça, quoi, hein. Il oui, faut au contraire, en effet, prendre les gens mm, tels qu'ils sont et essayer de les aider mm, mm, à progresser éventuellement. Et la oui, question de l'eau est très importante. Et je pense que là, pour les écologistes ou pour ceux qui veulent changer la société ou veulent influer, il faut qu'ils choisissent le bon combat, que tout le monde comprenne que. Et ça, c'est pas si simple, quoi, hein. oui, oui. Est-ce que vous attendez, Antoine, une entreprise comme Michelin, un retour sur pas simplement par le consommateur et la reconnaissance de la qualité de vos produits, mais un retour, par exemple, sur la fiscalité des efforts que vous faites? Est-ce que c'est une attente? On l'entend chez d'autres industriels qui disent, nous, on veut bien avancer, mais nos externalités, vous nous aidez à les prendre en charge. Est-ce que on peut pas les internaliser si facilement? Est-ce que vous en êtes là ou pas? Non, non, on n'est pas là. On n'est pas là. Ce qui compte, par contre, c'est vraiment le fair level playing field. Et vraiment, l'inquiétude, c'était cette fragmentation de l'ordre juridique international. C'est d'avoir des règles différenciées selon les pays. Et c'est ça, le motif d'inquiétude, il est plutôt là. C'est d'avoir un peu ce qu'on appelle le spaghetti ball en commerce mondial, c'est d'avoir une multiplicité de règles. Et c'est ça qui nous pose difficulté fondamentalement, compte tenu de notre Oui, empreinte mondiale. On avait 35 000 personnes en Europe, mais également 25 000 aux États-Unis ou 20 000 en Asie. C'est bien cette question-là qui est la plus difficile pour nous à appréhender parce que les règles sont trop différenciées de reporting extra-financier et financier, sur les sujets eux-mêmes, les règles sont différentes. Donc, c'est ça la plus grande oui, mais difficulté. vous l'avez dit tout à l'heure, ça va pas s'arranger. On va fragmenter. Oui, oui, On oui, va faire complètement. avec vous allez faire pour partie de l'ISSB, pour partie des SRL, pour partie ceci, cela. Non? Oui, et c'est Oui, la raison pour laquelle on est en train de réfléchir à comment, par exemple, il y a une bonne pratique qui existe en Europe, qu'on a mis en œuvre depuis longtemps, qui est un comité groupe des parties prenantes. C'est très bien. oui, On a ça depuis 2016 au niveau du groupe. On va devoir imaginer ce type de mécanisme dans d'autres territoires, dans d'autres pays, pour voir comment on peut consulter, comprendre les attentes sociétales oui. des parties prenantes en Chine, aux États-Unis, au Brésil, pour essayer voilà, d'avoir une appréhension plus fine des Mais sujets. le temps de la big company, de la worldwide, de la world company est derrière nous, clairement. Il Mm. faut des entreprises inclusives. Vous êtes d'accord ou pas? Tout Oui, à fait. Oui, tout à oui. fait d'accord. Arnaud, dernière question pour aller Peut-être une dernière vers la question, oui, conclusion. pour rebondir sur Cyril, qui évoque les modèles d'entreprises alternatives, que ce soit entreprises régénératives, entreprises à impact, en suggérant à Michelin, enfin, en posant la question de est-ce que vous pensez l'être ou est-ce que vous voulez l'être. Mais au-delà de cette réponse précise, je voulais avoir votre avis sur ces modèles alternatifs et de savoir si c'est pour vous une des pistes intéressantes ou il y a d'autres choses encore à inventer. Antoine? Oui, 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 bien sûr. Alors, c'est un axe. Est-ce qu'on y est? On n'y est pas encore, je pense, vers l'entreprise régénérative ou impact positif. Hein. Mais c'est vraiment une des étoiles polaires, assez clairement, et on est assez proche, en tout cas, par exemple, de Lumia, sur les 11 principes de l'économie régénérative. Donc, on travaille beaucoup sur la notion de service écosystémique. Hein. Comme vous l'imaginez, Michelin a cette spécificité d'être très dépendant du caoutchouc naturel. Hein. Donc, on a quand Bah même oui. toute une réflexion autour de la manière dont la biodiversité, par exemple, est prise en compte dans la CV et comment on travaille aussi sur la restauration, la conservation et aussi la restauration des écosystèmes là où nous avons des plantations, pour prendre cet exemple-là, soit en JV, soit en propre. Donc, on a tout un travail qui est en cours et aussi sur la question des matériaux. Des matériaux, puisque l'objectif, je le rappelle, mais c'est d'ici à 2050 d'avoir 100% de matériaux recyclés et ou renouvelables dans nos produits.
Mais recycler et renouvelable ne signifie pas durable en tant que tel. Donc, on est en train de travailler sur la manière dont on doit réfléchir derrière la notion de recyclabilité ou du caractère renouvelable, comment on s'assure de la durabilité des produits. Et ça passe beaucoup par l'éco-conception, par exemple, qui est un des principes de l'économie régénérative. Donc, on a des morceaux, si on reprend les 11 principes de Lumia de l'économie régénérative, tout n'est pas encore complet, mais dans la vision du groupe, on a quand même des éléments constituants. J'aimerais terminer en laissant la parole à Brice Lalonde, avec tout seigneur, tout honneur. Quel est le message à passer aujourd'hui dans cette pagaille un peu intellectuelle et politique aux entreprises? C'est sûrement pas faire la pause, mais comment travailler mieux, Brice, comment travailler mieux avec la société pour pouvoir ne pas baisser les bras face à une opinion qui est quand même un peu perdue par un excès souvent de pression. Brice, en conclusion. Je ne sais pas si je peux donner une conclusion. La France a longtemps été plutôt, enfin, et l'opinion, et notamment la division entre une gauche classique et une droite un peu conservatrice, on n'aimait pas les entreprises en France. Et je pense qu'on commence à on les aimait. Et je suis frappé, quand même, je les félicite, parce que le CAC 40 en général, c'est ils sont beaucoup plus, les entreprises françaises, pour l'ensemble, sont beaucoup plus conscientes de leurs obligations sociales et écologiques que les autres entreprises d'autres pays. Donc, il ne faut pas non plus Oui, être excessivement sévère, quoi, hein. Alors, est-ce qu'il faut qu'elle fasse plus? Sans doute, il faut qu'elle fasse plus. Il faut surtout qu'elle fasse connaître la réalité de l'entreprise. Regardez, par exemple, on dit qu'il faut industrialiser si on veut réussir à décarboner. Or, malheureusement, il y a beaucoup d'emplois qui ne sont pas pourvus. D'un côté, on a des jeunes qui manifestent en rouspétant contre ce qu'ils appellent l'inaction climatique. De l'autre côté, on a plein d'entreprises qui sont toutes prêtes à y aller, qui ont beaucoup d'idées pour décarboner, et elles n'arrivent pas à embaucher. Donc là, il y a une espèce de oui. rapprochement à faire. Est-ce que ça relève de l'État, des politiques? Non, c'est vraiment directement les entreprises qui doivent parler aux Français. À mon avis, les entreprises, elles ont tendance à rester dans leur petit business, dans leur petit monde, dans leurs écosystèmes. Et effectivement, il faut qu'elles descendent dans l'université, qu'elles descendent qu'elles aillent dans les journaux et qu'elles invitent les Français, et beaucoup plus de portes ouvertes, beaucoup plus de discussions là-dessus, à mon avis. Il faut que les Français aiment l'entreprise et que cette entreprise, évidemment, mérite l'amour des Français parce que cette entreprise s'engage dans, dans, dans l'écologie, dans la biodiversité, dans la lutte pour le climat, dans la chimie propre, etc. Ce n'est Bravo. pas assez, il n'y a pas assez de discussion. Voilà. Merci de cette invitation. On va la retenir comme conclusion. Évidemment, on vous soutient à fond sur ce message, Brice, parce que il est majeur. C'est une nouvelle donne. J'ai eu, je sais que Michelin, qui a ouvert son siège pour en faire un lieu de dialogue en ce sens, qui est très impressionnant. Vous partagez ce message, je le sais, Antoine. Ouais, Donc, tout à fait. merci mille fois. Arnaud, merci d'avoir animé cette partie-là et à vous tous participants d'être restés un peu jusqu'à notre moment. On se retrouvera en juin et on aura aussi la chance de partager la réflexion sur tout ce qui va se passer avec d'autres acteurs tout à fait exceptionnels par leur engagement et leurs compétences. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Vraiment, je suis très touché que vous ayez joué le jeu de dire les choses telles quelles. Et Brice, vous savez, vraiment, on doit vous rendre hommage parce que vos messages d'aujourd'hui, ben, ils sont d'une jeunesse et d'une modernité incroyable. Merci mille fois. Vraiment. À Merci. très bientôt Merci, tous. Patrick. Merci Au Au beaucoup. revoir. revoir. Merci à tous et à Merci, au tous. revoir. À bientôt.